interview. Alors, Oui. Oui, Maximum. Excusez-moi. Oui. Maximum. D'accord, maximum 30 minutes. Alors, nous sommes très heureux. Si on peut faire un peu moins, c'est mieux. Oui, d'accord. Nous sommes très heureux de rencontrer avec Monsieur Hubert Vertein, qui est spécialiste des affaires internationales en France. Alors, je suis très ravi de vous rencontrer encore une fois depuis un an et que j'aimerais présenter de vous à notre auditeur téléspectateur. Pourriez-vous exprimer un petit peu quelle fonction a-t-il la Fondation François Mitterrand et votre rôle à jouer? Alors, la Fondation Mitterrand est une fondation historique qui a été créée à la demande du président Mitterrand avant sa mort. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui a fait la composition du conseil d'administration. Et le but de cette fondation n'est pas politique au sens politicien. C'est un organisme qui doit rassembler les informations, les documents, certaines archives sur l'activité de François Mitterrand, sur sa vie et sur son action en tant qu'homme politique et comme président. Voilà ce que fait cette fondation, qui organise des expositions, qui publie un bulletin. Et l'an dernier, en 2017, comme c'était le... Oh, pardon, excusez-moi, vous corrigerez. Oui. En 2016, oui. Comme c'était l'année du centenaire de la naissance de François Mitterrand, cette fondation a organisé beaucoup de manifestations et de colloques et d'expositions. Et moi, je suis président de cette fondation, qui était présidée d'abord par Roland Dumas, puis par Jean-Louis Bianco, puis par moi. Alors concrètement, pour savoir le statut de cette fondation, est-il comparable avec d'autres organisations comme Chatham House en anglais, en Angleterre, ou alors CSIS ou de... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un think tank. C'est juste une fondation historique concentrée sur l'action de Mitterrand. Et moi, tout ce que je déclare quand je suis interrogé par les médias français ou internationaux, tout ce que je dis sur la vie internationale, mes livres, mes interviews, ce n'est pas en tant que président de la Fondation Mitterrand, ça n'a rien à voir. Quand je parle, c'est en tant qu'ancien ministre et expert des relations internationales. Donc la Fondation François Mitterrand, ce n'est pas un think tank, elle n'intervient pas dans les débats d'aujourd'hui. Donc elle est concentrée sur l'action de Mitterrand dans sa vie et en tant que président. C'est un organisme, on va dire, historique. D'accord. D'abord, je vous pose une question. Comment évaluez-vous la relocalisation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem par le régime Trump? Je pense que le président Trump est complètement aligné sur la droite israélienne, le Likoud, et même les partis qui sont à la droite du Likoud, c'est-à-dire les ultranationalistes et les ultra-religieux. Ça, c'est sa ligne. Il ne cherche pas du tout à régler le problème. Ce n'est pas son but. D'autre part, il est orienté dans ce sens par sa base électorale aux États-Unis, ce qui est la seule chose importante pour lui. La réaction du monde extérieur, ça ne compte pas pour lui. Ce qui compte, c'est sa base électorale. Et dans sa base électorale, il y a beaucoup de protestants fondamentalistes, qu'on appelle les évangélistes, ou même les sionistes chrétiens, et qui ont des positions absolument radicales sur la question du Proche-Orient. Donc il faut comprendre la décision de Trump comme étant quelqu'un qui se dit « je fais un cadeau à mon électorat ». Les réactions du monde extérieur, ce n'est pas important. Et les Arabes sont tellement faibles et divisés, les Palestiniens sont tellement faibles, que tout ça n'a aucune importance. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à régler un problème. Voilà. Donc c'est un exemple de fait accompli de la part du président Trump, comme on en voit sur d'autres sujets, le climat, l'Iran, etc. Je vous pose deux questions. Que pensez-vous de sortie de l'accord nucléaire iranien du régime Trump? Je pense que la décision du président Trump concernant l'Iran est une très mauvaise décision, à tout point de vue.
il faut se rappeler le raisonnement du président Obama, qui était très intelligent. Quand Obama avait été élu, il avait constaté qu'il y avait une politique sévère de sanctions contre l'Iran, qui était très dure pour le peuple iranien, mais qui n'avait pas d'effet sur le programme nucléaire iranien. Et d'autre part, des extrémistes, des faucons, Hawks, qui recommandaient une guerre totale contre l'Iran. Obama a dit c'est un choix absurde. Notre objectif, c'est que l'Iran arrête le programme nucléaire. Donc il a concentré ses efforts et il a obtenu l'accord sur l'abandon par les Iraniens, au moins pendant 10 ans, de leur programme nucléaire. Pour obtenir ça, Obama a dû convaincre ses alliés, qui étaient plus ou moins réticents. Et en Iran, c'était combattu par les Pasdaran, parce que les Pasdaran préfèrent une situation dans laquelle l'Iran est encerclé et menacé par l'Occident, ça justifie leur dictature. Et aux États-Unis, c'était combattu par les républicains déjà, et tous ceux qui étaient contre Obama. Malgré ça, Obama a imposé cet accord. Depuis cet accord, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a confirmé que les Iraniens respectaient l'accord. Donc Trump a décidé de sortir de l'accord pour des raisons totalement mensongères, totalement illogiques, totalement irrationnelles. Il a parlé du terrorisme iranien. Aujourd'hui, c'est faux. Peut-être avant c'était vrai, mais aujourd'hui, non. La question de l'islamisme et du terrorisme n'est pas l'Iran, bien sûr que non. Et l'Iran respecte l'accord, mais Trump s'en fiche. Donc c'est un fait accompli qui correspond aux attentes de plusieurs lobbies aux États-Unis. Le lobby de l'Arabie, le lobby israélien, ou plus exactement le lobby de la droite israélienne, le Likoud, et peut-être les Iraniens de l'Ancien Régime, et peut-être aussi les mêmes fondamentalistes évangélistes. Donc c'est complètement absurde. Ils font le pari de la politique du pire. Ils espèrent que ça va marginaliser le président Rouhani, que ça va faire apparaître à nouveau les Pasdaran au premier plan pour justifier leur politique contre l'Iran. Donc c'est une politique que je trouve violente et totalement stupide. Cela fait un an que l'administration de Macron est née. S'il vous plaît, exposez-nous votre évaluation actuelle. Ça n'a pas de sens de faire une évaluation au bout d'un an, parce que c'est trop court, les problèmes continuent, tout ça est un mouvement, une dynamique. Alors ce que l'on peut dire simplement, c'est que quand le président Macron a été élu, il a montré qu'il voulait une politique étrangère plus réaliste, très ambitieuse pour la France et pour l'Europe, et plus réaliste. Donc il a abandonné des positions de principe qui étaient défendues par Sarkozy, Kouchner, Hollande, Fabius, pour avoir plus de marge de manœuvre. Ça, c'est le premier point. Et on a vu qu'il a commencé à parler avec tout le monde, de façon très directe, très dynamique. Et pour remettre la France en matière de politique étrangère au premier niveau, il a fait énormément de voyages. Après, il a une tactique qui est différente selon les cas. On voit que, par exemple, avec Trump, comme personne au monde n'arrive à avoir une relation normale avec Trump, c'est impossible, il a décidé d'utiliser l'amitié. Donc il a mis en scène une amitié personnelle. Ça n'a pas donné de résultat, mais on ne peut pas le critiquer parce qu'il a essayé. Il faut essayer quelque chose. Voilà, donc on en est au début. Politique très ambitieuse, très réaliste. Il parle à tout le monde. En tout cas, il ne s'interdit rien. Si un pays ou un dirigeant est un élément majeur d'une solution, il va parler avec lui. Donc il ne va pas adopter d'attitude, on va dire, morale, médiatique à usage interne. Donc ça, c'est un changement important par rapport aux 15 années écoulées. Maintenant, on n'en est qu'au début. Comme le président Macron impressionne tout le monde par son élection, son intelligence, son ambition, ses capacités, son dynamisme, ça recrée une attente énorme. Et donc beaucoup de gens se disent, mais que va faire la France sur tel ou tel problème ?
on verra. Donc on ne peut pas aller au-delà aujourd'hui. D'accord. Alors, ensuite, nous parlons un peu, retournons un peu la sécurité internationale dans le monde politique. Alors, vous avez dit tout à l'heure, la Fondation François Mitterrand n'a pas le rôle à jouer dans le monde actuel, c'est historique. Mais j'aimerais savoir, pour l'auditeur, pour faire savoir nos auditeurs, téléspectateurs, comment ça fonctionne la politique française à l'échelle internationale. Est-ce que, comme vous avez dit, le lobbying, l'arabe, qui viennent à Washington, et puis donc, comment ça fonctionne la politique française à l'échelle mondiale, à Washington? La France a une politique étrangère très ancienne, très connue, qui remonte à plusieurs siècles. Mais dans la période contemporaine, c'est le général de Gaulle qui a redéfini la grande politique étrangère française. Et longtemps après, le leader de la gauche, François Mitterrand, a poursuivi une politique très semblable, en fait, en insistant plus sur l'Europe. Mais globalement, c'était une politique d'engagement sérieux par rapport aux alliés, mais en même temps une politique indépendante. Et donc ça, c'est la politique étrangère française. Maintenant, la France, comme tous les pays au monde, elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter aux réalités. Donc il y avait une politique étrangère française pendant la guerre froide. L'Est, l'Ouest et le tiers-monde. Depuis 25 ans, nous sommes dans une sorte de monde global. Et personne n'est capable de définir le monde global, parce qu'il est trop instable. Alors les idéalistes croient que c'est une communauté internationale. En réalité, non. Il n'y a pas encore de communauté internationale. Il y a un monde réel, avec des forces variées. Est-ce que c'est le choc des civilisations? Oui, par certains côtés, mais ce n'est pas une explication générale. Donc vous avez une situation confuse. Même le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, parle d'une situation chaotique. Les États-Unis sont toujours la puissance numéro 1, mais apparemment, avec Trump, ils ont renoncé à organiser le monde sur la base des principes libéraux, qui étaient là depuis 1945. La Chine est le numéro 1 bis ou 2. Bon, mais elle ne domine pas le monde non plus. Elle a une influence régionale énorme, enfin bon. Est-ce qu'il y a un monde multipolaire? C'est même pas sûr. Parce que on ne sait pas si les Européens, ensemble, veulent faire une puissance. On n'est pas sûr. La Russie est une puissance qui a des moyens limités. Le Brésil et l'Inde ont des ambitions régionales. Et le Japon a un poids économique énorme. Et le Japon, pour des raisons que tout le monde connaît, est très prudent sur le plan politique. Est-ce que le monde est régi par le système multilatéral des Nations Unies? Oui et non. C'est un cadre, un framework. Mais ce n'est pas une explication centrale. Donc, le fonctionnement du monde est le résultat du rôle des États, des organisations, des grandes entreprises, d'organismes indépendants qui ont de l'influence, comme le jury Nobel ou le comité olympique, ou les grandes religions, mais aussi les terroristes, les mafias. Tout ça est assez confus, mais c'est le monde réel. Donc la politique française, elle est comme les autres. Elle essaie de s'adapter à ça. Et comme toutes les politiques étrangères, c'est très simple. La politique étrangère de la France défend les intérêts de la France. Et en plus, chaque fois que c'est possible, la France essaie d'aider à régler les problèmes qui se présentent. En Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, partout dans le monde, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc la définition générale n'est pas très compliquée. D'accord, merci. Alors ensuite, l'opération militaire alliée des États-Unis, et Grande-Bretagne et la France sur Syrie a été récemment accordée. Alors, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre opinion à exposer et puis quelle est la solution pour la guerre Syrie? Quand la guerre civile a commencé en Syrie, d'abord le régime a été très très violent tout de suite, parce que le régime a eu peur des revendications, même pacifiques. Au début, c'était des revendications démocratiques
pacifique. Mais le régime a eu peur. Il a réprimé de façon très violente. C'est devenu une guerre civile énorme, terrible. Les Occidentaux, notamment les États-Unis et la France, ont cru pouvoir intervenir et renverser le régime pour mettre des démocrates syriens au pouvoir. Ça n'a pas marché. Obama lui-même n'était pas convaincu. Obama pensait que si on renversait le régime, en réalité, c'est les islamistes qui prendraient le pouvoir. Les Français pensaient qu'on pouvait mettre au pouvoir les démocrates, mais ils ne pouvaient pas agir tout seuls. Donc il y a eu plusieurs épisodes de contradiction entre les alliés, notamment après le premier cas d'usage de l'arme chimique. Bon, quand le président Macron a été élu en France, il était clair que les États-Unis avaient échoué et que la France avait échoué, et la Grande-Bretagne. Donc les Occidentaux n'ont pas réussi à intervenir utilement dans la guerre civile en Syrie. Donc après, c'est le rapport de force sur le terrain qui a déterminé les choses, et le rapport de force était dominé par le soutien russe au régime syrien, le soutien iranien et la politique turque. On en est là aujourd'hui. Donc l'avenir de la Syrie dépend largement de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. On peut simplement se dire que peut-être que la Russie, un jour ou l'autre, va trouver un peu gênant, un peu dangereux d'être coincée en Syrie avec les Iraniens. Donc c'est pas impossible que la Russie préfère qu'il y ait un cadre de négociation plus large avec l'Iran et la Turquie, mais aussi la France, l'Europe, etc. Peut-être. Peut-être. Alors, à ce point-là, là, certains disent que la Russie va prendre une décision pour collaborer une sorte dans long terme avec l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas contradictoire à ce que vous dites alors, Non, ça serait même logique par rapport à ce que je viens de dire. Mais les relations entre la Russie et l'Occident sont mauvaises. L'Union soviétique a disparu il y a 25 ans, et pendant longtemps, les Occidentaux ont considéré que la Russie ne comptait plus. Ce n'était pas une puissance, et donc l'Occident pouvait décider ce qu'il voulait sur les systèmes antimissiles, sur l'OTAN, sur les relations économiques, etc. Pendant les 2 premiers mandats, Poutine était assez coopératif. À partir du 3e mandat et le 4e, il est beaucoup plus dur. Il est redevenu un nationaliste russe très opposé à l'Occident et qui provoque l'Occident dans beaucoup de domaines. Bon, la Russie n'est pas une puissance énorme en réalité maintenant, mais ils ont quand même des moyens militaires, des moyens mener la cyberguerre, etc. Des choses comme ça. Bon. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Occident et la Russie vont continuer une sorte de guerre du statu quo? On se menace, on prend des sanctions, et puis le temps passe. Et il ne se passe rien. C'est une option, ça. L'autre option, c'est est-ce que certains Européens, notamment le président Macron, est-ce que certains Occidentaux vont se dire on a des désaccords maintenant, l'Ukraine, la Syrie, mais il faut penser à l'avenir. C'est ça la question. Moi, je pense que nous aurions intérêt, et que les Russes auraient intérêt à une relation avec l'Europe, mais je ne sais pas ce qui va se passer. La crise et la tension militaire au péninsule de Corée et de Corée du Nord, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord qu'il n'y aura pas d'enchaînement vers la guerre. Donc, à propos de la Corée du Nord. Je pense ensuite que le régime de Corée du Nord ne veut pas faire la guerre aux autres. Il veut simplement se préserver. Je pense ensuite que la dynamique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est très important. C'est très important. Et que les États-Unis veulent rester au cœur du système, mais c'est pas sûr. Et la Chine veut garder le contrôle jusqu'à un certain point, mais c'est pas sûr.
Donc le plus important pour moi, le plus intéressant, c'est la dynamique entre Corée du Nord et Corée du Sud. Ensuite, je ne pense pas que le régime de Corée du Nord n'acceptera jamais l'abandon de l'arme nucléaire, parce que sinon il sait qu'il est mort. En revanche, c'est peut-être possible que le régime de la Corée du Nord, si on leur donne des garanties et une aide économique, accepte une réduction progressive, un calendrier Réduction de l'arme nucléaire. crise. Oui, une roadmap par étapes. Oui. Mais je ne crois pas du tout à une décision totale, certainement pas. Alors, donc, moi, je pense que les pays d'Asie, dont votre pays, peuvent vivre avec cette situation. Et à mon avis, le seul antagonisme de fond à long terme, c'est entre les États-Unis, qui veulent garder le contrôle des océans, et la Chine, qui veut élargir son contrôle des mers de Chine. Là, un jour ou l'autre, il y aura un problème. Là. Ça me paraît à long terme plus important que l'affaire de Corée. D'accord. Alors, la dynamique entre deux pays. J'ai plus que 3 minutes. Hein. D'accord. Une dernière question. La dynamique entre deux pays, donc sud-nord de Corée. Alors est-ce que le Japon peut apporter quelque chose à cette dynamique? Ou alors, quel est le résumé? Vous voyez le résultat de la politique internationale de l'administration de Japon Abe? D'abord, je pense que du point de vue japonais, ce n'est pas inquiétant. Parce que la dialectique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est progressif. Et la Corée du Sud n'a aucune envie de s'aligner sur le régime de la Corée du Nord. Aucune envie. Donc, si c'est un calendrier de stabilisation avec des étapes sur 15 ou 20 ans, c'est très bien pour le Japon. Après, pour rentrer dans le jeu, il faut que la Corée du Sud ou la Corée du Nord le souhaite. Donc le Japon peut être partie prenante s'il y a un accord avec la Corée du Sud. L'accord ne peut pas se faire avec la Corée du Nord, vous voyez. Ou alors le Japon peut jouer un rôle en essayant d'influencer les États-Unis. Vous voyez. Donc il y a un jeu subtil à mener qui est possible, mais je ne pense pas que ce soit inquiétant pour le Japon, au contraire. Mais est-ce qu'il dit le contraire? Au Japon, il y a beaucoup de soucis, il y a des inquiétudes. À l'échelle, le débat national. Oui. Mais c'est comme ça dans tous les pays démocratiques. Hein. Dans tous les pays démocratiques, les gens disent tout et le contraire de tout et sont inquiets tout le temps, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de réfléchir de façon rationnelle. Oui. C'est une dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez dire au plus possible par votre parole, amis, alliés, mais pas alignés? Alors, c'est une formule que j'ai employée il y a très longtemps, quand j'étais le porte-parole de François Mitterrand, et qu'on était questionné sur nos relations avec les États-Unis. On est alliés des États-Unis, on est dans la même alliance depuis 1949, même alliance. Bon. Mais certains jours on est d'accord, d'autres jours on n'est pas d'accord. Ça dépend des sujets. Et comme des journalistes un peu simplistes, ils disaient, mais alors vous êtes alliés ou pas alliés? Donc j'ai employé cette formule qui est toute simple, en disant oui, on est des amis historiques. Le peuple français, le peuple américain, l'indépendance des États-Unis, Lafayette, il y a une histoire d'amitié. Après, on est alliés dans la même alliance. Mais est-ce qu'on doit être automatiquement aligné sur les États-Unis? Non. Il y a des cas où on peut être l'allié des États-Unis, mais pas d'accord avec eux. Le général de Gaulle a toujours été du côté des États-Unis dans les grandes crises internationales, comme Berlin ou Cuba, toujours. Mais il avait son indépendance. François Mitterrand a été d'accord avec les États-Unis sur beaucoup de sujets, mais sur beaucoup de questions comme le gazoduc russe, comme le Proche-Orient, comme certaines interventions extérieures, comme la guerre des étoiles, il n'était pas d'accord. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un mot qui a été inventé pour désigner la politique française par rapport aux États-Unis. Nous sommes amis, alliés, mais pas alignés.
Le problème, c'est que souvent aux États-Unis, vous avez des dirigeants un peu nationalistes, un peu durs, qui considèrent que les alliés doivent être alignés automatiquement. Sinon, ce n'est pas des alliés. Et nous, on dit non. On est des alliés fidèles, mais il y a des sujets où on a notre propre position. Voilà ce que ça veut dire. Je pense que ça reste une très bonne formule pour la France. Et je pense que toute l'Europe devrait être comme ça. Oui, d'accord. Est-ce que ça s'applique à la politique japonaise aussi, par rapport aux États-Unis? Si vous pouvez, oui, tant mieux, si vous pouvez. Essayez. Oui, d'accord, merci. Allez. Bon, alors on va terminer cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Hubert Verdin, d'accepter notre entretien ici. Là. Merci. Merci beaucoup. フォトをじゃあお願いします。えフォトをお願いします。あ、フォト。あ、あ、